Voici le texte d'une conférence que j'ai présentée à l'université de Gand en 1984 et qui a été publiée la même année dans la revue belge d'histoire contemporaine. Cette conférence portait sur les recherches dans le domaine de l'historiographie moderne, de la Renaissance aux Lumières, qui avaient été publiées entre 1970 et 1984. Il s'agissait donc d'un bilan. Alors que les études sur l'histoire de l'historiographie ne cessent de se multiplier à travers le monde et que, corrélativement, nos connaissances dans ce domaine ont beaucoup progressé, il a paru utile de dresser un bilan provisoire des recherches. L'objet et les limites de cette contribution seront précisés d'emblée. Je donnerai dans un premier temps un aperçu du contenu des périodiques spécialisés et des activités des principaux centres de recherche dans le monde. Je signalerai ensuite les grands travaux des 15 dernières années, c'est-à-dire ceux qui auront été publiés entre 1970 et 1984. C'est donc un panorama à peu près complet de la période qui s'étend du XVe au XVIIIe siècle, qui sera dressé alors que pour les XIXe et XXe siècles ne seront indiquées que les grandes tendances de la recherche. L'intérêt des historiens pour le passé de leur propre discipline n'est pas récent. Si Charles-Olivier Carbonel repère ses premiers signes dans l'Allemagne des Lumières, Bernard Guenet suit les premiers pas de l'histoire de l'historiographie en Occident au XIIe siècle. En fait, des œuvres comme la Methodus ad facilem historiarum cognitionem de Jean Bodin, publiée à Paris en 1566, l'Histoire des histoires de Henri Lancelot de Laplopinière, qui est publiée en 1599, sur l'histoire de Fontenelle, édité en 1680, ou l'Historia Historiae de Johann Michael Heineccius, publié à Helmstedt en 1703, assure la continuité entre ces deux naissances. Et Cicéron, dans sa digression sur les historiens grecs et latins, ne jetait-il pas déjà un regard sur nos ancêtres? Deux voies peuvent être utilisées pour comprendre le succès de l'histoire de l'historiographie. D'un point de vue général, on pourrait tout d'abord s'interroger sur les motifs conscients et inconscients qui poussent certains historiens à étudier l'histoire de leur père. Mais des facteurs culturels ou conjoncturels pourraient aussi être mis en avant. Il ne faudrait toutefois pas surestimer la portée de ce type d'explication. En Allemagne, en Italie, dans les pays anglo-saxons, l'histoire de l'historiographie possède une longue tradition. Par contre, en France, surtout depuis que l'anathème a été lancé par les fondateurs des Annales contre leurs prédécesseurs, l'innovation à tout crin a été le mot d'ordre. De nombreux chantiers ont été ouverts. Parallèlement, les bilans et les articles de prospective méthodologique ont noirci le proche passé positiviste de l'historiographie française et ont glorifié l'époque des pionniers. Dans cette perspective eschatologique, il n'existe plus que deux sortes d'histoire, l'ancienne et la nouvelle. Une histoire de l'historiographie ne pouvait être possible. Un plafond dans la recherche serait-il atteint? Assisterait-on à un retour du refoulé?
Paradoxalement, l'histoire, qui a profité des méthodes que l'économie, la sociologie, l'anthropologie et la psychologie ont élaborées, et qui continue à poser des regards envieux sur l'objet de ces disciplines, observe un mouvement en sens inverse. Il semble, en effet, qu'il faille replacer l'engouement pour l'histoire de l'historiographie dans un cadre plus large. La crise des sciences humaines et plus généralement la crise des idéologies, dont il est question de manière récurrente depuis quelques années, n'oublions pas que cette conférence a été présentée en 1984, pourrait peut-être expliquer la tendance générale au repli de ces activités de la connaissance sur leur passé. Ce mouvement s'est d'ailleurs récemment institutionnalisé. Les séminaires consacrés à l'histoire des sciences humaines se multiplient dans les universités et dans les grands établissements parisiens. D'ailleurs, des sociétés et des revues spécialisées sont créées. Née de la conjonction d'initiatives françaises et roumaines parallèles, la commission d'histoire de l'historiographie a été fondée le 12 août 1980. Elle a pour objet de promouvoir et de coordonner les recherches dans le domaine de l'histoire de l'historiographie et constitue une commission interne du Comité international des sciences historiques. Son bureau est aidé dans sa tâche par des correspondants nationaux qui servent de courroie de transmission avec les historiographes, c'est-à-dire les historiens de l'histoire, des pays adhérents. Parmi les projets de la Commission, il convient de mentionner l'élaboration d'instruments d'information, bibliographie des principaux travaux touchant l'histoire de l'historiographie et de communication annuaire des centres de recherche dans ce même secteur et l'organisation d'entreprises collectives, édition de sources, correspondance et papiers d'historiens, dictionnaire international et nationaux des historiens et, à long terme, rédaction d'une histoire générale de l'historiographie. Organe officiel de la Commission, la revue Storia de la Storiografia cette revue donc quadrilingue, italien, allemand, français et anglais, qui est dirigée par des contemporanéistes, paraît 2 fois l'an depuis 1982. 2 traits caractérisent son projet: la volonté de prendre en considération tous les historiens, quelle que soit leur notoriété ou leur valeur, et le refus de théoriser. Le désir de se démarquer d'autres périodiques qui existent déjà se manifeste avec vigueur. Mais le caractère positiviste de ce programme apparaît aussi clairement. Les directeurs de la revue prétendent s'intéresser surtout aux petits historiens, dans la mesure où cette catégorie d'individus serait particulièrement représentative de la mentalité d'une époque. Des présupposés philosophiques sont donc bien présents. Toutefois, on peut remarquer que les numéros, déjà sortis de presse, donnent, contrairement aux souhaits énoncés, une place considérable aux grands historiens et aux problèmes épistémologiques. Et comment pourrait-il en être autrement? Storia della Storiografia publie des contributions classiques, des débats autour de livres importants, des articles méthodologiques, de nombreux comptes rendus bibliographiques rédigés, pour la plupart d'entre eux par des chercheurs italiens, et des informations sur les activités historiographiques dans le monde.
Le désir des chercheurs de deux pays de disposer d'une tribune où ils pourraient confronter à un niveau international le résultat de leurs travaux a abouti à la création d'une commission au sein du Centre international, le CISH. Alors il faut que je retrouve exactement. Oui, c'est le Comité international des sciences historiques. Cependant, il ne faudrait pas oublier que des institutions spécialisées existaient dans diverses parties du monde depuis longtemps. De plus, certaines revues recueillaient déjà des études d'histoire de l'historiographie. J'ai indiqué, ou j'indiquerai plutôt très schématiquement, les principales caractéristiques de la recherche historiographique de quelques grands pays, puis je signalerai plusieurs synthèses nationales récentes. Il est évident qu'ici, je ne donne pas le titre de tous les travaux dont on pourra retrouver une liste exhaustive dans les notes de bas de page de l'article que je suis ici en train de lire. History and Theory est incontestablement la revue la plus célèbre. Elle accueille constamment d'excellents travaux d'historiographie. Toutefois, la plus grande part des contributions ont un tour nettement théorique, philosophique ou méthodologique. Le dernier fascicule de chaque volume annuel est consacré à un thème unique où recense les travaux traitant de la philosophie d'histoire, mais aussi de l'histoire de l'historiographie pendant une période donnée. Publié à Middletown, dans le Connecticut, History and Theory reflète les débats d'idées qui agitent le monde anglo-saxon. États-Unis, Canada, Royaume-Uni et Australie. Il faut remarquer à ce propos que de l'autre côté de l'Atlantique, les études d'historiographie sont abondantes. Le nombre impressionnant de thèses soutenues dans ce domaine du savoir en témoigne. Ces dernières concernent le plus souvent l'Amérique du Nord et l'Allemagne, mais les autres régions du globe n'ont pas été négligées pour autant. Le peu d'archives conservées aux États-Unis pour les périodes reculées est, selon toute vraisemblance, à l'origine de l'orientation des recherches vers l'histoire des idées. En Italie, la présence de deux penseurs qui ont profondément marqué 2 voire 3 générations d'intellectuels explique la place éminente de l'histoire de l'historiographie dans ce pays. Pour le théoricien idéaliste Benedetto Croce, activité historiographique et philosophie d'une même époque sont indissociables. Le marxiste Antonio Gramsci valorisa pour sa part l'action de l'historien sur le cours des événements en lui attribuant une place originale dans le système social. L'influence de Benedetto Croce est sans doute plus sensible que celle d'Antonio Gramsci. Mais l'une et l'autre rendent compte d'un même phénomène. En effet, ce n'est pas la moindre des singularités de l'enseignement d'histoire en Italie que d'être étroitement lié à celui de la philosophie. La conjonction de ces deux disciplines aboutit à des publications érudites de grande valeur. Depuis le siècle passé, l'Allemagne connaît une tradition ininterrompue de travaux d'historiographie. Quand je dis le siècle passé, il s'agit bien, étant donné la date de la publication, du XIXe siècle, en particulier sur l'Antiquité et le Moyen-Âge. Si l'histoire de l'érudition moderne paraît avoir été un peu délaissée ces dernières années, les études consacrées aux historiens et aux théoriciens de l'histoire des XIXe et XXe siècles ne manquent pas. Les petits volumes de la collection Deutsche Historiker,
qui regroupe chacun 5 ou 6 essais sur de grands historiens de langue allemande, constitue une bonne introduction pour approcher la pensée historiographique de cette période. Parmi les revues d'histoire générale, il faut faire un sort à Francia, qui consacre une partie importante de ses imposants volumes annuels à la méthodologie et à l'histoire de la discipline historique en France. Les écrits historiographiques et théoriques de Peter Hale, traduits en anglais, sont bien connus en dehors des Pays-Bas. Par contre, la diffusion du périodique Theoretische Geschiedenis est très réduite. Émanation de l'Institut voor Theoretische Geschiedenis de l'Université d'Amsterdam, cette revue trimestrielle qui naquit en 1974 est comme History and Theory axée sur l'historiographie contemporaine. Des enseignants et des chercheurs de toutes les universités néerlandaises participent à la rédaction des articles. Leurs nombreux comptes rendus et la tenue d'une bibliographie courante pallient utilement le retard que connaît la publication des Beihefte de la revue américaine. Je le répète, l'histoire de l'historiographie a longtemps été déconsidérée chez nos voisins français. Seuls quelques chercheurs s'appliquaient à son étude. Ce n'est qu'en 1970 que cette discipline a été introduite comme enseignement distinct à l'École nationale des Chartes. Des candidats au titre d'archiviste paléographe, toujours plus nombreux, ont dès lors soutenu leur thèse dans ce domaine du savoir. 10 ans plus tard, une direction d'études d'historiographie médiévale fut confiée à Bernard Gonnet à l'École pratique des hautes études. En fait, les travaux menés à l'école pratique prolongent des contributions antérieures de Bernard Gonnet et de ses collaborateurs. L'historiographie contemporaine, quant à elle, est étudiée dans 3 séminaires. Ceux de Jean Glénisson et de Heinz Wiesmann à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, qui ont respectivement pour thème la représentation de l'histoire de France et les théories de la connaissance historique au XIXe et XXe siècle, et celui de Charles-Olivier Carbonel à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, qui concerne principalement l'histoire et les médias. Mais il a fallu attendre l'année 1984 pour que soient organisées à la Sorbonne des réunions régulières traitant de l'historiographie moderne. Dans les démocraties populaires, les établissements où s'enseigne l'histoire de l'historiographie sont légion. Nul n'ignore quelle place occupe la théorie de l'histoire, matérialisme historique, dans ces pays. On comprend dès lors l'intérêt des historiens pour l'enjeu qui sous-tend les débats anciens ou récents sur le sens de l'histoire. L'historiographie est officiellement étudiée, mais il ne faudrait pas trop forcer les choses, dans le cadre de la superstructure idéologique de la société. Le discours des historiens est essentiellement perçu en tant que support des intérêts de classe. De même en Chine. Un institut spécialisé dans l'histoire de l'historiographie contemporaine fonctionne à l'École normale de Shanghai. À cet établissement fait pendant un centre à Pékin où s'effectuent des recherches sur l'historiographie ancienne et féodale. L'institution pékinoise publie par ailleurs une revue consacrée aux problèmes historiographiques et théoriques, en chinois bien sûr, mais il n'y a qu'une trentaine d'années que l'historiographie traditionnelle est étudiée en Chine. Il reste à étudier quelques synthèses qui compléteront ce panorama international trop rapide. La Suisse et le Portugal disposent d'ouvrages généraux,
mais leur conception est vieillie et sans perspective d'ensemble. Leur plan est chronologique, onomastique et non thématique. C'est encore l'Angleterre qui possède l'essai le plus réussi avec l'œuvre monumentale d'Antonia Gransden, quoique limitée au Moyen-Âge. Quant à l'Espagne, il faut toujours se référer aux 3 volumes de l'Historia de la Historiografía Española de Benito Sánchez Alonso, qui n'ont pas été remplacés. Voilà pour l'Europe. En ce qui concerne l'historiographie musulmane, outre la synthèse de Franz Rosenthal, il paraît intéressant de signaler le mémoire de doctorat de Ahmed Abdeselem sur les historiens tunisiens des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. 2 livres ont récemment remis en cause l'opinion couramment admise selon laquelle le monde indien aurait eu une civilisation qui n'aurait pas possédé le sens de l'histoire avant l'arrivée des Anglais. La mise au point de Francine Eraille sur le Japon laisse entrevoir la possibilité d'une étude comparative de l'historiographie. L'Empire du Soleil levant semble, en effet, avoir connu une évolution du statut et du rôle de l'historien très semblable à celle de l'Occident médiéval et moderne. Pour finir, des perspectives fort instructives peuvent être fournies par un examen de la fonction historiographique telle qu'elle est exercée et vécue dans certaines sociétés d'Afrique noire. Il est temps de délimiter les principaux territoires qui ont été explorés ces 15 dernières années. Donc je répète, il s'agit de la période 1970-1984. Depuis 1970, justement, les travaux se sont répartis entre l'histoire des idées, l'histoire des mentalités et l'histoire sociale. Ce sont les contours de ces 3 ensembles qui vont être dessinés successivement. Le secteur où les investigations sont les plus nombreuses reste celui de l'étude traditionnelle de la science historique. L'histoire de la théorie de l'histoire a surtout intéressé les Italiens, les Allemands et les Américains. Pour un rapide tour d'horizon de cette question, on peut se reporter à l'exposé d'ensemble d'Astrid Vichy-Berns ainsi qu'à l'étude savante érudite d'Arnaud Seifert. C'est la rhétorique humaniste qui a attiré les regards de plusieurs chercheurs. Une édition anastatique de textes théoriques italiens du XVIe siècle et 2 synthèses en sont la preuve. Concernant le XVIIe siècle, le récent ouvrage de Carlo Borghero essaye de percevoir les transformations qu'a subies la connaissance historique sous l'assaut conjugué du cartésianisme et du pyrrhonisme. Les notions d'historicisme, ou d'historisme plutôt, de cycle, d'époque et de décadence ont été ou sont surtout étudiées pour la Renaissance et l'âge classique, alors que, parallèlement, le concept d'histoire chez Bayle, Leibniz, Hume et Cladenius a fait l'objet de monographies approfondies. Quant à la Scienza Nuova et aux autres écrits de Vico, de nombreuses publications leur sont régulièrement consacrées. Les historiens français se sont toujours montrés réticents devant cette manière d'approcher la littérature historiographique. Par contre, des littéraires comme Claude Gilbert Dubois, Jean Dagen et Michel Duché se sont risqués, avec un bonheur divers et dans des essais parfois plus brillants que profonds, à l'histoire de la philosophie de l'histoire. Enfin, l'influence de la pensée eschatologique sur les courants historiographiques a été analysée dans le cadre de l'Europe médiévale et de la colonisation au Mexique. L'histoire de l'enseignement de l'histoire au temps moderne est un domaine peu exploré et sous-estimé.
hormis l'université d'Amsterdam, où l'anniversaire de la création d'une chaire d'histoire en 1632 vient d'être fêté, seules les universités des régions de langue allemande ont bénéficié depuis 1970 de l'apport de recherche approfondie. L'originalité de 3 institutions supérieures de marche périphérique a été remarquée. Le gymnase de Danzig au XVIIe siècle, où le passé de la Pologne est revendiqué comme terrain privilégié d'investigation, l'université de Strasbourg, seule université française au XVIIIe siècle où l'histoire est enseignée, et l'université jésuite de Graz en Autriche, une des premières universités catholiques où une chaire d'histoire est établie. En ce qui concerne les universités allemandes de l'intérieur, la thèse de Notker-Hammerstein a montré la liaison étroite qui existe entre l'étude du droit et celle de l'histoire. Mais c'est surtout l'université de Göttingen, où est créé le premier institut d'histoire dans le monde, en 1764, vers laquelle se sont tournés les regards. Alors que les travaux sur la conception d'histoire dans l'enseignement secondaire en France sont nombreux pour le XIXe et le XXe siècle, seule la thèse de Daniel Robert apporte des éclaircissements sur les collèges de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le préceptorat sous l'Ancien Régime est par contre mieux connu. L'histoire de l'érudition a retrouvé de la vigueur ces dernières années, mais les seuls travaux conséquents concernent les pays latins. Il convient cependant de signaler l'histoire de la philologie classique de Rudolf Pfeiffer, dont le second tome couvre largement l'époque moderne. Comment concevait-on l'histoire entre le XVIe et le XVIIIe siècle? À l'échelle de l'Europe, nos horizons se sont élargis de façon considérable. Curieusement, ce sont surtout des chercheurs américains qui ont étudié l'historiographie de la Renaissance. La synthèse la plus récente sur l'Italie, pendant cette période, est en effet constituée par la monumentale compilation d'Eric Cochrane. Les relations serrées entre l'histoire, la rhétorique et la politique ont été analysées exclusivement ou principalement dans le cadre de l'État florentin par Nancy Struver et Raffaello Chiantella. Bien entendu, la personnalité et l'œuvre de ces deux géants que sont Machiavel et Guichardin ont été à nouveau examinées à l'occasion du 500e anniversaire de leur naissance respective. Heureusement, l'historiographie pontificale du Quattro et du Quinquecento n'a pas été négligée, et la grande figure de Baronius a été l'objet d'une thèse et d'un colloque. Les enjeux idéologiques de la période de transition qui sépare la Renaissance et le siècle de la Contre-Réforme ont été précisés par Sergio Bertelli. En fait, l'historiographie italienne du XVIIe siècle est très mal connue. À propos du premier XVIIIe siècle, on se reportera surtout au colloque consacré à Muratori et à Giannone, et à la thèse d'État, qui, au moment où j'écrivais cet article, n'était pas encore publiée, et qui porte essentiellement sur l'histoire de l'érudition, paléographie, diplomatique, chronologie, numismatique, épigraphie. Il reste à ajouter que, prenant pour objet d'étude l'historiographie d'une république, d'une principauté ou d'une région, Pertusi, Garocci, Vassina se sont successivement penchés sur le cas de Venise, du Piémont et de l'Émilie-Romagne. Donald Keeley et George Huppert ont tous deux souligné dans leurs livres respectifs le rôle primordial joué par les philologues et les juristes dans l'élaboration d'une méthode critique dans la France de la Renaissance. Après la publication de leurs travaux,
plusieurs thèses ont été consacrées à l'étude de l'Antiquité dans la deuxième moitié du XVIe siècle et au XVIIIe siècle, ainsi qu'à l'exégèse biblique entre ces deux époques. L'oratorien Richard Simon, qui, au sein même de l'Église catholique, porte un regard nouveau sur les origines de l'Ancien et du Nouveau Testament, a fait l'objet d'une biographie apologétique de Paul Havret. À celle-ci, on préférera l'ouvrage plus problématique de Saverio Miri. Quant à la thèse de Phyllis Conrad Leffler, elle prétend montrer qu'à l'idée d'une histoire parfaite succéda celle d'une histoire raisonnée, et que l'historiographie française du XVIIe siècle mérite un meilleur jugement que celui qu'avait prononcé George Herbert. On remarquera enfin que c'est un Français qui a redécouvert l'historiographie, l'érudition espagnole du XVIIIe siècle, presque totalement ignorée de l'autre côté des Pyrénées. La professionnalisation de l'histoire au XIXe siècle commence à attirer les chercheurs. En ce qui concerne l'Angleterre, l'évolution de la carrière de quelques historiens vient d'être examinée depuis le XVIe siècle par John Phillips Kenyon. L'histoire médiévale et l'étude des aspects sociaux et culturels du passé de ce pays à la Renaissance constituent des sujets originaux de recherche, mais on peut se demander si l'histoire sociale et culturelle appartenait effectivement à l'outillage conceptuel des historiens des XVe et XVIe siècles. 8 ans avant George Herbert, Smith Fusner avait montré qu'une mutation intellectuelle avait affecté l'historiographie dans la deuxième moitié du XVIe siècle, mais aussi pendant le premier XVIIe siècle. David Douglas a également eu raison de chevaucher 2 siècles pour montrer l'apogée des études médiévales entre 1660 et 1730. Pour finir, on notera qu'une analyse tout entière a été consacrée à la célèbre Histoire d'Angleterre de Hume. Qu'en est-il du reste de l'Europe ? Une très bonne monographie sur l'historiographie ecclésiastique débouche sur des perspectives générales relatives à l'historiographie suisse du Moyen-Âge et des temps modernes. En ce qui concerne l'âge d'or des Provinces-Unies, il faut mentionner un mémoire américain sur Grotius historien, ainsi que 2 biographies dont l'une, la dernière, reconstitue tout un milieu intellectuel. Tandis que, sur le plan européen, le XVIIe siècle est malheureusement trop fréquemment négligé, le progrès des études historiques au siècle des Lumières a fait l'objet de divers travaux portant sur l'Allemagne, la Suède, la Pologne et la Roumanie. Depuis quelques années, un secteur nouveau est de plus en plus prospecté. L'histoire des mentalités. L'orientation des recherches dans cette voie est particulièrement perceptible en France. On peut cependant augurer que l'effort massif entrepris dans l'exploitation de certaines catégories de sources s'épuisera rapidement car il aboutit souvent à des résultats décevants. La littérature historique est, en effet, trop régulièrement considérée comme un simple reflet, dans le miroir du passé, des débats politiques, sociaux et religieux qui agitent l'époque où elle est produite. Il y a peu de surprises dans cette quête. On trouve fréquemment ce que l'on cherche. Un sujet classique de recherche est constitué par l'étude de l'évolution d'un thème pris comme révélateur de la façon dont une société se pense. On essayera alors de cerner la représentation, par les contemporains et les générations qui les ont suivis, d'un personnage controversé sur lequel se sont focalisées les passions.
d'un événement ou d'une série d'événements marquants de l'histoire d'une communauté, par exemple une bataille, une guerre religieuse ou civile, ou encore d'une période de l'histoire de la civilisation. Bien entendu, les origines, peuple fondateur, et plus généralement les temps anciens des nations, sont des lieux d'identification et de projection particulièrement utilisés. Leur image a, logiquement, fait l'objet de nombreux examens. Inversement, le thème de l'appropriation ou de la mise sous silence du passé de certains peuples ou de minorités ethniques par les cultures dominantes a été étudié à propos de lieux aussi différents que le Mexique, la Mongolie, la France ou la Wallonie. Qu'elles soient de nature littéraire, iconographique, orale ou gestuelle, les sources dont nous disposons pour reconstituer la vision du passé des sociétés sont multiples. Dans cet essai de répertoire des mentalités historiques, il paraît naturel de commencer par ceux qui font de l'histoire leur métier. Les correspondances, les journaux et les esquisses autobiographiques seront utilisés autant pour savoir comment travaille une catégorie particulière d'intellectuels que pour nous renseigner sur l'histoire qu'elle se fait de sa discipline et de son époque à un moment donné. Des réseaux d'amitié, des relations professionnelles imprévues peuvent également surgir à l'occasion des entretiens que quelques historiens parisiens ont publiés. Cette enquête doit être étendue aux chroniques et aux mémoires des membres de tous les groupes sociaux, afin de connaître les événements de la vie collective qui sont retenus et surtout l'importance qui leur est accordée. En ce qui concerne les revues historiques, l'évolution de la politique de leurs éditeurs, le recrutement de leurs collaborateurs, mais aussi les variations dans les thèmes abordés sont souvent édifiants. Dans le monde de l'école, les manuels nous éclairent sur les valeurs morales et patriotiques auxquelles une société est attachée. Toutefois, d'un point de vue méthodologique, leur traitement comporte des aspects très répétitifs. Ce sont surtout les décalages qui existent entre le discours des universitaires, des auteurs de manuels et des vulgarisateurs qui montrent les différents usages de l'histoire. Les proclamations électorales et les éloges funèbres, les romans et la poésie, les pièces de théâtre et les opéras historiques, les légendes, enfin, sont autant d'indices de la part importante qui est dévolue au passé dans l'imaginaire des sociétés. La notion de culture historique doit être entendue, on le voit, de manière extensive. Différents procédés d'analyse du discours sont applicables aux textes littéraires. En matière de lexicométrie, on peut tirer un profit certain de l'informatique dans le cadre de simples comptages, occurrences ou d'analyse factorielle. Dans une toute autre optique, l'historien américain Hayden White, faisant abstraction de la fin de l'histoire, la considère comme un simple récit de fiction. Envisageant celle-là comme un genre littéraire qui possède ses règles propres, il s'est intéressé à la prépondérance de figures de rhétorique précises chez certains historiens du XIXe siècle. Enfin, la psychanalyse répertorie et explique les silences, les chaînes associatives, les déplacements, les inversions qui surgissent à l'intérieur même du discours historiographique. Le lien étroit qui unit un auteur et son œuvre est ici réaffirmé avec force. Pour Alain Besançon et Lionel Gossman, les imagos maternels et paternels seraient ainsi les prototypes inconscients de la sorcière, mauvaise mère, et de l'autorité imperium, tels que les auraient respectivement vécus Michelet et Gibbon.
Les représentations iconographiques du passé, plus encore que les formes écrites du discours historiographique, se fixent dans la mémoire des individus. Et ils méritent donc une attention particulière. Les enluminures des manuscrits du Moyen-Âge, les frontispices des ouvrages de l'Ancien Régime, les gravures des almanachs, la peinture d'histoire, les illustrations des manuels scolaires et les bandes dessinées du XXe siècle, les monuments commémoratifs et les films à caractère historique, par exemple certains classiques d'Eisenstein sur la Russie ancienne, sont tous des supports visuels qui contribuent à la découverte d'un monde peuplé de héros antiques et ou à l'insertion de l'individu dans la société. Rares sont encore les témoignages oraux suscités par les historiens de l'imaginaire. Philippe Joutard, qui a interrogé la mémoire des descendants des Camisards dans une thèse novatrice, a ensuite, dans un article fondamental, indiqué l'objet, la fin et les limites de l'enquête sur le terrain. Pour l'historien aixois, au-delà de la mise à jour des résidus du souvenir historique, il s'agissait, je le cite, de préciser les mécanismes de fonctionnement de la mémoire historique. Fin de citation. Parallèlement, un revirement s'est opéré dans la manière d'appréhender certains peuples non européens apparemment sans histoire. En entendant les récits des anciens, ce n'est plus à la recherche désespérée de réalités disparues à laquelle s'adonnent les africanistes, mais plutôt à l'établissement du répertoire des souvenirs des collectivités en tant que facteur d'identité et de cohérence de celles-ci. À ces mêmes fonctions répondent les rites et les fêtes qui trouvent leur origine dans des événements précis. Par exemple, en Belgique, la procession du 500 à Bruges, l'Omegank à Bruxelles, les Gilles de Binche. L'historiographe doit donc se munir non seulement d'un magnétophone, mais aussi d'une caméra. Cependant, pour être rentable et dépasser la relation de pures évidences, toutes ces enquêtes nécessitent une sérieuse initiation aux méthodes de l'anthropologie. La dernière tendance qui est apparue dans le domaine de l'histoire de l'historiographie est l'approche sociologique. Des chercheurs ne se sont plus contentés d'étudier le contenu des œuvres historiques. Ils ont désiré avant tout mieux cerner ceux qui les produisent et ceux qui les consomment. Pour arriver à cette fin, des analyses de type qualitatif ou de type quantitatif ont été tentées. Loin de s'exclure, elles sont souvent complémentaires. On a déjà noté que, dans l'examen marxiste de l'historiographie, le discours de l'historien est perçu comme le véhicule d'une idéologie. Un autre courant, qui montre les liens serrés qui unissent l'intellectuel et son environnement, est représenté par l'histoire sociale des sciences telle qu'elle est pratiquée aux États-Unis. Dans cette optique, ont déjà été étudiés, pendant une période déterminée, divers groupes comme les mathématiciens, les physiciens ou les juristes. L'histoire de l'historiographie participe de ce mouvement. C'est ainsi qu'Oreste Ranum a suivi la carrière de 9 historiographes officiels en France au XVIIe siècle. De ce côté-ci de l'Atlantique, les rapports qu'entretient l'historien avec le pouvoir ont été examinés par Bernard Gonnet en ce qui concerne le Moyen-Âge et par Dieter Gembicki dans la biographie approfondie qu'il a écrite sur Jacob Nicolas Moreau dans le cadre de la création du dépôt des Chartes entre 1760 et 1780. Nul n'ignore que les formes de pouvoir sont multiples
éloignés des analyses sereines des historiographes de cabinet, Jean Chénaud, Alain Guéraud et Hervé Couteau-Bégarry ont dénoncé les modes parisiennes et la collusion entre les nouveaux historiens et certaines maisons d'édition. Cette sociologie rétrospective de type qualitatif, partiellement intuitive, peut s'adjoindre des éléments chiffrés. Mesurer tout ce qui est mesurable. Tel est l'objectif que Charles-Olivier Carbonel a poursuivi dans sa thèse d'histoire totale. Cette démarche est tout d'abord valable pour tenter de préciser la situation socio-professionnelle des historiens. Âge, fortune, localisation. En Union des républiques socialistes soviétiques, des données concernant 5000 historiens américains ont ainsi été mises sur des fiches. Et Bernard Guenet a lancé une enquête sur l'âge auquel les historiens du Moyen-Âge écrivaient leurs œuvres, assez tardivement selon lui. La méthode quantitative est également applicable à l'œuvre, surtout dans ses aspects matériels, format, nombre de pages, prix, tirage, dimension chronologique et dimension géographique. C'est dans cette perspective que Bernard Guenet a essayé de mesurer dans le temps et dans l'espace le succès de quelques grands ouvrages historiques médiévaux. L'étude des inventaires après décès des bibliothèques privées peut constituer une source particulièrement éloquente sur les intérêts d'une époque, d'une classe sociale ou, à tout le moins, d'un individu pour la littérature historiographique. Michel Marion a ainsi compté que 35% des titres recensés dans les inventaires de 237 bibliothèques parisiennes au milieu du XVIIIe siècle sont des livres d'histoire. Il a ensuite opéré une nouvelle ventilation des titres par grand thème à l'intérieur de cette catégorie. Dans le même ordre d'idées, les listes de souscripteurs permettent de repérer les réseaux de relations des auteurs et des éditeurs, l'étendue de leur renommée et la diffusion de leurs travaux. Parallèlement à ces enquêtes quantitativistes, Ignasi Lewandowski et Ahmet Abdeselem ont voulu savoir comment étaient reçues respectivement les œuvres d'Ibn Khaldoun du XIVe au XIXe siècle et les abrégés d'histoire dans l'ancienne Pologne jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Ces essais et beaucoup d'autres montrent à l'évidence que l'affirmation de Pierre Chaunu, selon laquelle l'histoire de l'histoire ne peut être que quantitative, est une formule un peu trop rapide. Elle résulte d'une attitude néo-positiviste. Le chiffre A, en effet, toujours rassuré et ne cesse de fasciner bien des historiens qui ont reçu une formation littéraire. Alors que le genre biographique traditionnel s'est trouvé, jusque tout récemment, discrédité en France, il serait regrettable de supposer que seule une pesée globale, l'expression est de Chaunu, put nous donner une image correcte de la production historiographique d'une époque. Selon la période étudiée, le chercheur considère différemment l'objet qu'il a choisi. La littérature historique de l'Antiquité et du Moyen-Âge a longtemps été envisagée sous l'angle de la pure critique. Juger de la valeur des textes importait avant tout. Cette attitude se comprend aisément. On sait que certains historiens anciens sont des sources fondamentales, voire uniques, pour les événements qu'ils décrivent. Beaucoup de travaux concernant l'historiographie contemporaine attestent également des préoccupations utilitaires. Il s'agit de comprendre pourquoi et comment on en est venu à suivre telle ou telle démarche
ou employer tel ou tel concept. On se cherche des ancêtres immédiats. L'horizon des méthodes actuelles de l'histoire de l'historiographie étant tracé, il est temps de signaler les principaux travaux généraux dont disposent le chercheur et l'étudiant qui voudraient posséder une première vue d'ensemble. D'une manière générale, on peut remarquer que plus l'époque observée est proche du XXe siècle, plus la recherche a tendance à s'imiter et plus rares sont les synthèses. Prenant respectivement pour point d'arrivée Denis d'Halicarnasse et l'Histoire Auguste, les petits livres de Denis Roussel, d'une part, et de Jean-Marie André et André Huss, d'autre part, donnent des informations élémentaires sur les historiens grecs et latins. La synthèse magistrale de Bernard Guenet sur l'historiographie médiévale, qui a déjà été citée abondamment, avait été précédée en 1971 par la publication des conférences de Benoît Lacroix à Montréal, ouvrage qui date de 1966. Dans une perspective large, englobant le Moyen-Âge et les temps modernes, Denis Hay s'est intéressé aux analystes et aux historiens pendant l'an 1000. Sur l'historiographie moderne, les seules mises au point récentes en langue française qui puissent offrir quelque intérêt sont les chapitres que Georges Gusdorf a consacrés à la pensée historique dans sa monumentale Histoire des sciences humaines. Enfin, les grands courants de la recherche historique contemporaine ont constitué le thème d'un ouvrage collectif et d'un rapport de l'UNESCO. Rassembler les connaissances qui se sont accumulées depuis 40 ans est un besoin qui se manifeste avec une vigueur évidente un peu partout. Ce mouvement a été inauguré par Josefina Zoraida Vázquez en 1978. Depuis lors, le court essai de Charles-Olivier Carbonel a ouvert des fenêtres sur la Chine et l'islam, alors que le livre de Guy Bourdet et de Hervé Martin, malgré son titre trompeur, porte surtout sur la France contemporaine. Mais pour le moment, l'important ouvrage d'Ernst Breisach constitue assurément la synthèse la plus complète en attendant la parution d'une Geschiedenis van de geschiedschrijving en 1985. Notons enfin que des aspects particuliers de l'histoire de l'historiographie ont été traités par des spécialistes d'autres disciplines, que ce soit l'histoire de la littérature ou l'histoire de la philosophie. Que conclure au terme de ce voyage à travers le temps et l'espace? On espère avoir démontré que l'histoire de l'historiographie, telle qu'elle est pratiquée de nos jours, n'occupe pas la place qui lui revient dans les bibliographies. Trop fréquemment, on lui attribue chichement une rubrique dans la section des sciences auxiliaires. Pourtant, l'œuvre des historiens anciens doit être considérée en tant que telle et non en fonction de préoccupations immédiates. Loin d'être une simple bibliographie rétrospective, l'histoire de l'histoire appartient de plein droit à l'histoire des idées, à l'histoire des mentalités et à l'histoire des sociétés. Il est vrai qu'ayant longtemps été à la traîne, elle n'a porté que tardivement son regard sur les objets et sur les méthodes de la nouvelle histoire. Or celle-ci, faut-il le rappeler, avait elle-même annexé des territoires conquis de longue date par les autres sciences humaines. Si quelques conseils devaient être formulés, il faudrait recommander d'éviter en particulier deux écueils. Nombreux sont les historiens de l'historiographie qui prétendent découvrir une naissance ou une révolution de l'historiographie dans la tranche chronologique sur laquelle portent leurs investigations. D'une manière générale,
C'est un aspect des études historiques qui est privilégié et, corrélativement, l'œuvre des devanciers ou des successeurs des novateurs est minimisée. Au mieux, l'histoire de l'historiographie est présentée comme un mouvement de balancier. Le XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle sont définis, pour schématiser grossièrement, comme des époques positivistes, pendant lesquelles foisonnent les érudits. Tandis qu'au XVIe, XVIIIe et XXe siècle, au contraire, on aurait pensé l'histoire. Or, plus les travaux deviennent nombreux, plus se dessinent des continuités. Inversement, il ne faudrait pas tomber dans le piège du mythe d'un progrès continu de la science historique, qu'on appelle historicisme. Il est indéniable qu'il existe des temps forts, des moments d'accélération. À ces deux mots de tout discours historiographique, deux remèdes sont applicables. Tout d'abord, il paraît indispensable d'élaborer des monographies approfondies, effectuées sur la base de ressources nouvelles. Une circulation constante des informations entre les spécialistes de diverses périodes semble, ensuite, un bon moyen d'échapper au lieu commun. C'est l'objectif qui a été visé ici. Il reste à émettre un souhait. Toutes les formes d'expression relatives à l'évocation du passé et du devenir des individus et des collectivités devraient être prises en compte dans une vaste synthèse qui reste à construire. Il n'existe pas de groupe humain qui ne puisse survivre sans commémorer ses ancêtres, se projeter dans l'avenir, bref, se situer dans une durée, fût-elle mythique. Ne faut-il pas regretter qu'il y ait tant d'absents dans les travaux occidentaux d'histoire de l'historiographie? Russie et Chine traditionnelle, monde indien, islam, civilisations précolombiennes, africaines, océaniennes, y sont à peine évoqués ou sont tout simplement ignorés. À côté des acquis importants mentionnés dans ce bilan, surgissent des continents à explorer. Leur découverte contribuerait certainement à mieux comprendre le désir d'histoire qui habite les hommes. J'ai dit